Eh bien, bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'appelle Tom Butler et qui a étudié l'influence de l'histoire sur le cinéma américain. Donc ce monsieur, Tom Butler, a écrit pendant 30 ans, mais nous on va s'attaquer aux 10 premières années, il a écrit un carnet, enfin 3 carnets. Donc c'est un critique de film qui raconte au fur et à mesure qu'il voit des films au cinéma pourquoi cela fait écho à l'actualité. Il se présente, je m'appelle Tom et ceci est mon premier carnet sur le cinéma. J'ai 30 ans et j'habite à Seattle. Je suis un critique de film spécialisé dans le cinéma américain. Nanana. Le 20 janvier 1981. Aujourd'hui, je dois absolument écrire parce que Ronald Reagan, un ancien acteur américain, vient juste d'être élu le 40e président des États-Unis d'Amérique. Et j'espère qu'avec son fameux slogan America is back, le cinéma américain va prendre un nouveau tournant et que ces prochaines années de cinéma vont être prospères et intéressantes. Ensuite, on passe au 30 avril 1982. Aujourd'hui, je dois absolument parler de Rambo 1 First Blood, réalisé par Ted Kotcheff. John Rambo. John Rambo, qui est joué par Sylvester Stallone, un vétéran de la guerre du Vietnam, qui erre de ville en ville pour aller rendre visite à ses anciens compagnons. Jump in. I'll make sure you're heading the right direction. Mais un jour, dans la petite ville de Hope, il est arrêté pour vagabondage. Donc il est humilié et abusé par les officiers qui lui rappellent sans cesse la torture qu'il a endurée pendant la guerre du Vietnam. Donc Rambo les attaque. John Rambo, one man who's been pushed too far. You're finished! You've gone as far as you're gonna go! Heading straight for the top. Ce film critique le manque de reconnaissance des États-Unis pour les vétérans de la guerre du Vietnam, parce que Rambo est déshumanisé et traité comme une bête par les autorités. Ensuite, ce film critique la guerre du Vietnam, la violence de cette guerre, parce que John Rambo en est traumatisé. Parfois, il a des flashbacks et il pourrait devenir complètement fou et incontrôlable. Et en plus de ça, on peut voir qu'il a des cicatrices partout sur son corps. Et en plus, il est montré comme associable, comme une bête. Il va sauter sur les gens, sauter d'arbre en arbre. Ce film sert à montrer le traumatisme psychologique des soldats de la guerre du Vietnam, leur difficulté à réintégrer la société. Reagan est arrivé au pouvoir. Il veut un peu revaloriser les soldats de la guerre du Vietnam pour qu'ils ne soient moins oubliés. Ensuite, on passe au 3 septembre 1983, où il nous dit que hier, il a entendu quelque chose de vraiment intéressant. Le 8 mars 1983, en face de la convention annuelle de la National Association of Evangelicals, Reagan a qualifié l'URSS d'Evil Empire. The aggressive impulses of an evil empire to simply call the arms race a giant misunderstanding, and thereby remove yourself from the struggle between right and wrong and good and evil. Comme dans Star Wars. Et c'est assez surprenant parce que George Lucas, réalisateur de Star Wars, c'est un démocrate et Reagan c'est un républicain, et que donc il n'a pas forcément aimé Reagan, mais que Reagan, en utilisant ce terme, semble avoir été influencé par Star Wars, alors que pourtant eux ils sont républicains. L'Empire soviétique, l'URSS, est considéré comme l'Evil Empire, comme dans Star Wars, et les États-Unis comme le Good Empire. Et donc ça montre vraiment qu'à la fois le cinéma américain est influencé par l'actualité, mais que c'est également le contraire. Il peut également avoir une influence sur la manière de parler, sur toutes ces choses-là. Et donc là, on passe au 24 mars 1983. Aujourd'hui, j'ai encore quelque chose de vachement intéressant à vous dire. C'est à propos, encore une fois, de Star Wars et Reagan. J'ai entendu que la
Strategic Defense Initiative lancé par Reagan en mars 1983 a été appelé Star Wars en référence à la saga. Les États-Unis, avec ce programme, voulaient développer un missile de défense pour protéger les États-Unis d'une potentielle attaque nucléaire. George Lucas s'est battu pour pas que ce soit appelé Star Wars, mais bon, il a perdu. Le 15 avril 1984. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que je n'ai pas eu la chance de voir, mais dont j'ai beaucoup entendu parler, et qui est Red Dawn de John Milius, sur la guerre dans laquelle les États-Unis et les Cubains et le Nicaragua envahissent les États-Unis pendant la guerre froide avec des centaines de paratroopers sous les ordres de Ernesto Bella, un colonel cubain. Ils envahissent la ville de Calumet dans le Colorado. Et donc on peut suivre l'histoire d'un groupe d'étudiants américains qui essayent de résister aux occupants avec une terrible guérilla. Dans cette fiction, le Parti des Verts a gagné les élections en Allemagne de l'Ouest et oblige les Américains à retirer leurs missiles et leurs bombes nucléaires de l'Europe de l'Ouest, ce qui a amené à la dissolution de l'OTAN. Et que c'est ces événements qui vont rendre plus simple l'invasion des États-Unis par les communistes qui sont maintenant envahis. On peut clairement voir l'idéologie de Ronald Reagan où les Américains sont les bons et les Russes et les Cubains mal. Et en plus de ça, les valeurs américaines sont évidemment glorifiées. Par exemple, ils glorifient le droit de porter des armes, tout ça. On passe maintenant à un prochain film. Critique écrite le 20 avril 1980. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rambo 2, réalisé par George P. Cosmatos. Un an après le film précédent, le premier, Rambo est rendu et visité par son ancien commandant, le colonel Trotman. Et ce dernier veut que Rambo retourne au Vietnam pour prouver qu'il existe encore des prisonniers américains laissés là-bas. Rambo accepte en échange de sa liberté, évidemment. Donc il va devoir prendre des photos des prisonniers américains, mais en aucun cas les sauver. Sauf que là-bas, il va rencontrer un certain Marshall Murdoch qui a entendu du coup le projet et qui lui ne veut absolument pas que Rambo prouve l'existence de ces prisonniers parce qu'il veut absolument éviter une nouvelle guerre au Vietnam. Et donc il décide de laisser seul Rambo dans la jungle avec ses ennemis face à lui. He's got 36 hours to complete the mission and reach the extraction point. We're going down. You're not going anywhere. I'm telling you to abort. Nous sommes en 1985 et la guerre du Vietnam est terminée depuis 10 ans. Les Américains l'ont perdue. Le problème, c'est que après un conflit, les Américains ne sont pas supposés laisser des soldats derrière là-bas. Et c'est pour ça que la mission de Rambo est de retrouver ces soldats américains. Donc dans le premier Rambo, on avait pu voir à quel point Rambo avait été traumatisé par la guerre du Vietnam. Et donc ça nous semble assez étrange qu'il accepte cette mission. Mais comme Rambo est un héros et qu'il représente la suprématie de la puissance militaire américaine, évidemment il accepte. To survive a war, you gotta become war. Pour survivre à la guerre, tu dois devenir la guerre. Sylvester Stallone is back. La guerre froide est hyper présente dans ce film. Les Américains sont sans pitié, démoniaques, qu'ils torturent avec de l'électricité, qu'ils veulent tuer Rambo, et qu'en plus on voit que la haine des États-Unis envers les Russes est très présente. Par exemple, il y a une phrase qui dit « Russian bastards ». Et donc ce film, en fait, tout simplement, critique la lâcheté de certains politiciens américains qui, après avoir perdu la guerre, ont abandonné leurs prisonniers sur le territoire ennemi
Mais maintenant que Reagan est là, que America is back, eh ben, il veut retourner au Vietnam pour sauver ses hommes parce que America is back. Je veux que notre pays nous aime autant que nous l'aimons. For our country to love us as much as we love it. That's what I want. Mais tout de même, Tom Butler nous dit qu'il avait trouvé la superpuissance de Rambo bien pour l'image de l'Amérique, mais peut-être un tout petit peu exagéré et ridicule. Il nous dit « J'ai aimé ce film parce qu'il est plein d'action, on s'ennuie pas, c'est bien fait, mais bon, il avait peut-être trouvé un petit peu trop glorifiant pour l'armée américaine et la politique de Reagan, que c'était un peu comme de la propagande. » Mais que bon, du coup, ça montrait bien la superpuissance des États-Unis dans ces temps de guerre froide. Maintenant, on est rendu au 25 septembre 1986, où il analyse le film Rambo 3. Et non, il lui dit, non, je rigole, je vais parler de Top Gun, dirigé par Tony Scott. Pete Mitchell, appelé Maverick, est un fier jeune pilote, très talentueux, mais aussi avec aucun respect pour les règles. Il va s'entraîner à la Top Gun, une école d'élite qui va challenger d'autres pilotes d'élite comme Iceman, son ennemi principal. Et il va également tomber amoureux de Charlie, une de ses instructrices. Premièrement, j'ai appris, et ça ne me surprend guère, que Top Gun est un film de recrutement pour la Navy. Le spectateur doit se dire « I want to be a pilot ». Je veux être un pilote. C'est un film de propagande pour l'armée américaine et pour évidemment la politique de Reagan, encore une fois. Et il nous dit « Je suis désolé, mais comme ce film est sorti il y a peu de temps, je ne peux pas savoir si ça a vraiment marché pour recruter dans la Navy ». Et il nous a laissé des petits post-it qui date de 1989 et il nous dit « Ce matin, j'ai écouté à la radio qui disait qu'après le film de Top Gun, plein de jeunes garçons voulaient intégrer la Navy. » Donc comme quoi, il semblerait que cette petite propagande ait marché. Il nous dit qu'il a remarqué quelque chose dans le film d'assez commun mais intéressant, c'est qu'il y avait des drapeaux américains partout, tout le temps. Et que il l'interprète comme un symbole de la puissance américaine. Et il nous dit aussi qu'il a remarqué autre chose intéressante, c'est que être un héros est génétique. Le père de Pete était un vrai héros et un grand pilote pendant la guerre du Vietnam. Et qu'évidemment, il y a plein de stéréotypes sur les Américains qui sont supposés être virils, beaux, courageux, tout ça. Un film très patriotique. À la fin, ils se battent contre la menace communiste et que dans ce film, Tom Cruise est l'emblème du parfait américain de l'ère Reagan. Le 30 avril 88. La dernière fois, j'ai fait une blague en disant que j'allais parler de Rambo 3, mais aujourd'hui, je vais vraiment parler de Rambo 3 qui vient de sortir et qui a été réalisé par Peter McDonald. Rambo était en train de vivre tranquillement en Thaïlande quand Trotman lui a proposé d'aller en mission en Afghanistan. Rambo refuse, mais quelques jours après, Trotman est capturé par les méchants russes. Et bon, évidemment, vous vous en doutez, Rambo décide de partir et de sauver son ami en Afghanistan. Et là, il découvre les camps russes et l'horreur de la guerre contre les Moudjahidines et l'armée soviétique. The first war for himself, the second war for his country, this time for his friends. Donc la première guerre pour lui, pour se retrouver avec lui-même, la deuxième guerre pour son pays, pour ramener les prisonniers américains, et cette fois-ci pour son ami Trotman, qui l'a sauvé. Et donc ça montre que c'est un vrai héros et qui sauvera, qu'il est prêt à tout pour sauver ce qu'il aime. Premièrement, on peut dire que les Russes sont comme dans les autres Rambo, démoniaques et sans pitié. Ils vont tuer les Afghans, femmes, enfants, civils, soldats, etc.
qui sont aussi hyper caricaturés, avec par exemple un très fort accent. En plus de ça, ils sont menteurs, ils disent qu'ils sont pour la paix alors qu'ils torturent horriblement femmes et enfants, etc. Et donc ce film, en fait, pour contextualiser un peu, il parle de la guerre de l'Afghanistan qui a commencé en 1979 et qui oppose l'URSS avec les Moudjahidines. Et à la fin du film, il y a écrit « This film is dedicated to the Ghanaian people of Afghanistan ». Et en plus de ça, à la fin, l'Amérique est sauvée grâce aux cavaliers afghans. Et il l'écrit, Tom, « J'espère que cette amitié entre les États-Unis et l'Afghanistan va durer pour de nombreuses années parce que je pense qu'on peut battre l'ennemi communiste ensemble. » Et voilà, je pense qu'on est arrivé à la fin. Bonjour, nous sommes en 1990 et il est temps pour moi de conclure cette décennie cinématographique. Je constate que l'URSS est ruinée, incapable de tenir son propre rang de superpuissance, son propre camp et de nous tenir tête. Elle vient d'évacuer pitoyablement l'Afghanistan en 1989. La guerre froide semble finie et nous avons gagné. Peut-être est-ce grâce au pouvoir du cinéma. En effet, durant cette décennie, les valeurs patriotiques et anticommunistes de Reagan se sont emparées d'Hollywood. Les films les plus marquants de cette Reagan-era sont pour moi L'Aube Rouge, Top Gun, mais surtout les Rambo. John Rambo incarne à lui tout seul la politique agressive de Reagan, le hard power. C'est par la force que l'Amérique doit vaincre et non par la négociation. Nous avons également vu que dans tous les films étudiés, le mal, c'est les soviétiques et nos alliés communistes, alors que le bien, c'est les Américains. Le cinéma a donc bel et bien été un outil de propagande durant ces 10 dernières années de guerre froide. Mais avec l'effacement de l'URSS et la fin de la guerre froide qui s'annonce, je me demande comment réagira le cinéma américain. Sera-t-il encore plus patriotique? Y aura-t-il un nouvel ennemi? Un nouvel empire du mal? Les nouveaux héros se mettront-ils au service de la paix? L'avenir le dira.